Et ces hommes de loi ont dit à Foundi que si, au bout de 2 mois, on ne nous dit rien, on descend dans la rue. Et c'est comme ça que Foundi est descendu dans la rue le 26 mai 1990. Voilà. Tout à fait. On a fait les villes mortes ensemble et tout. On a fait la campagne du Tchèque. Tu as une grande propriété sur la Côte d'Azur française. Il vaut mieux que tu partes. Laisse le gars la gérer. Bon. Quand Mitterrand est donc reparti, Ahidjo a consenti à faire ses valises et il est parti du Cameroun en août 1983. Il a quitté le pays. Bon, qu'est-ce qui va arriver après? Biya commence à prendre des leaders du Nord, il les met en prison. Le jeune que j'ai trouvé avait un bébé et il me dit, mais monsieur le président, parce qu'au fait, je ne me rendais même pas compte, il faut dire la vérité. Je dis, mais vous avez juste 5 jours de retard pour le salaire et déjà, ça explose. Et il me dit, mais monsieur le président, est-ce que ce bébé peut attendre 5 jours pour manger? Il me dit, non, tu n'as plus besoin d'ajouter, c'est bon, j'ai compris. J'ai tout compris. Mais ça démontre. J'allais à Pumba, des quartiers comme Fiango, c'était des UPC. Mon père était donc au collège protestant, directeur là-bas théologique de Niasoso, qui est juste à mi-chemin entre Loum et Kumba. Et donc notre maison recevait constamment des UPCistes à la maison qui venaient passer la nuit. Et donc passer par le Mont Coupé, on était... Oui, le Mont Coupé, c'était une région d'UPCistes. Voilà, donc nous on était au pied du Mont Coupé. Donc ils montaient le Mont Coupé de l'autre côté et ils redescendaient et ils sortaient directement derrière chez nous. Vous n'étiez pas en danger là? Donc, il faut que les jeunes sachent qu'il faut qu'ils mettent leur bulletin pour un candidat qui offre des perspectives. Tout à fait. C'est tout. Et surtout qui n'a pas son avenir dans un rétroviseur. Oui. Parce que vous ne pouvez rien offrir. Bonjour, aujourd'hui sur Aussi for the People, je reçois Henriette Ekwe, qui est très modeste dans sa présentation. C'est une très grande dame pour ce pays. Je me suis beaucoup inspiré de son courage et elle m'a toujours très bien conseillé. Elle est dirigeante de l'Union de l'UPC et journaliste de renom et elle a été de tous les combats politiques au Cameroun. Et beaucoup de ce que vous avez aujourd'hui dans ce pays sont un peu grâce à elle, parce qu'elle a su rester constante dans ce combat pour la liberté dans notre pays. Donc je suis honoré aujourd'hui de passer quelques heures avec elle pour discuter des problèmes du pays et nos problèmes et de voir quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Voilà. Merci pour l'honneur que tu me fais d'être aujourd'hui là pour toi. Nous voici donc ici dans cette conversation. Je ne sais pas où on va commencer, mais peut-être parce qu'il y a un problème. Les jeunes qui nous regardent ne savent pas quel est le prix que les uns et les autres ont payé et d'où on vient pour être où nous sommes aujourd'hui. Parce que tout le monde, malheureusement, il y a ce narratif dans l'espace public qui fait croire que c'est Paul Biya qui a apporté la démocratie au Cameroun. Donc voilà, peut-être tu peux en quelques mots expliquer un peu d'où on vient et pourquoi est-ce que tous ces combats étaient si importants. Oui, je crois que les opposants de maintenant ont tendance à effacer tout ce qui s'est passé avant en disant que comme tout le monde a échoué pour remplacer le président actuel, donc il n'y a pas eu d'opposition avant. Non, au contraire, un parti comme le SIF a payé au prix fort la disparition des jeunes qui ont fait la première marche du 26 mai 1990. C'est tout à fait. Il y a beaucoup d'autres qui ont suivi par la suite. Il y a d'autres qui ont suivi par la suite. On a fait les villes mortes et on a fait la campagne électorale
de 1992. Tout à fait. Et cette campagne, il faut dire à l'opinion que l'opposition rassemblée à l'époque à la CNS a trouvé que le seul candidat qui pouvait représenter l'opposition, c'était John Frundi. Il avait par exemple fait 10 fois le tour du Cameroun, ce dont je doute fort à propos des nouveaux opposants de maintenant. Et cette candidature a été très forte et elle a rassemblé les forces principales de l'opposition au point où le président Frundi a gagné cette élection. Il faut le dire parce que quand on a une élection présidentielle qui se passe et qu'on met 2 mois à proclamer les résultats, tout à fait, en prenant des précautions que vous ne pouvez pas imaginer. Le président de la République a d'abord décidé d'augmenter le salaire des militaires. Ensuite, il a décidé de donner les avantages des magistrats de la Cour suprême qui allaient proclamer les résultats, des avantages colossaux au point où on annonce à la télévision que les magistrats là auront à leur retraite 2 millions par mois. C'était des chiffres qui étaient assez puissants pour dissuader les membres du Conseil de la Cour suprême, de proclamer d'autres résultats que ceux-là. Et donc, la victoire a été tellement écrasante que on a mis le chairman en résidence surveillée pendant plus d'1 mois et demi. Il était en résidence surveillée et on a placé Bamenda en état d'urgence, c'est-à-dire que des camions militaires par dizaines sont descendus à Bamenda pour éteindre toute possibilité de contestation. Et ça ne s'est pas passé ailleurs qu'au Cameroun. Tout à fait. Et c'est ça qui indique la puissance de l'opposition. Parce que l'opposition, à l'époque, a fédéré, je dis bien, toutes les forces principales de l'opposition. Et le président a dû attendre donc ces 2 mois où on ne savait pas bien si on allait proclamer les résultats ou non. Et finalement, comme a dit le premier président de la Cour suprême, Dipanda Mwele, qui a dit qu'il y a des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à entacher les résultats. Voilà. Tout à fait. Non, c'est bien, c'est souvent bien de le dire, et surtout, au fait, une chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est les 2 mois d'attente et tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Mais tu as commencé là, mais ton expérience, ton militantisme vient de beaucoup plus loin. Il y a l'UNEC, il y a tout ça. Donc, oui, bon, mon militantisme... Il ne faut pas aussi qu'on croit que l'opposition a commencé en 90. C'est le SDF qui a été lancé le 26 mai. Voilà, le 26 mai. Il y avait beaucoup qui... D'ailleurs, on était passé au parti unique et avant cela, il y avait déjà donc, un certain multipartisme. Mais il y avait des Camerounais qui savaient, dont tu en fais partie, qui savaient à l'UPC et dans d'autres organisations aussi, en clandestinité, d'autres organisations qu'on ne cite pas assez, mais qui existaient aussi, qui savaient que ce qui se passait, c'était que du néocolonialisme. Et donc aujourd'hui, il est important qu'on ait cette conversation aussi autour de ce moment-là, parce qu'au fait, moi j'ai bien peur que, comme tu l'as si bien dit, tout le monde pense que la politique commence quand il arrive, on oublie qu'il y a beaucoup de choses avant. Voilà, bon, si on veut aller jusqu'au bout, d'abord j'étais donc militante de l'UNEC, qui était la seule organisation des étudiants du Cameroun avec K, parce que l'UPC écrivait toujours Cameroun avec K. Elle écrit toujours. On écrit toujours Cameroun avec K. Et pour là, dire... J'ai une petite question à la dirigeante de l'UPC. Oui. Pourquoi on écrit UPC avec C? Parce que les Français n'auraient pas accepté
en 1948. J'ai dit une fois que toutes les querelles de mes aînés là, créez une fois l'UPK, comme ça règle le problème. Tout à fait. Et vous laissez l'UPC aux autres. Voilà, même le KNDP et tous les nationalistes voulaient écrire Cameroun avec K parce que ça donnait le nom du Cameroun allemand, tout à fait, qui était sans distinction. Donc, tout à fait. On utilise Cameroun avec K parce que tous les partis nationalistes, que ce soit de l'autre côté du Mungo ou ici, c'était tout le monde pareil. Tout à fait. Alors, pour aller quand même vite, on a le temps, hein, sauf si on a le temps. Bon, en 81, il y a un événement important en France. Il y a un président de la République qui s'appelle Mitterrand qui arrive aux affaires. Le 10 mai 1981, et l'UPC lui écrit en lui disant, bon, on se félicite de l'arrivée d'un homme de gauche, un socialiste en l'occurrence, à l'Élysée. Et on met dans la lettre que nous sommes victimes d'une dictature féroce qui ne laisse pas les Camerounais tranquilles. Et Mitterrand a répondu à la lettre, il a dit « Je connais votre situation ». Bon, il faut dire entre parenthèses que Mitterrand n'était pas forcément notre ami de l'UPC, mais en politique, on exploite toujours les failles ou les contradictions. Il se trouve que Mitterrand est venu plaider au Cameroun et que Ahidjo a refusé de le laisser entrer. L'ambassadeur a intervenu, il a dit niet. Il a passé la journée sur un banc en attendant le vol du soir pour rentrer à Paris. Il faut expliquer aux gens qu'il était avocat. Il était avocat. Il était avocat, François Mitterrand. Donc, il était plus réceptif tout de suite. Et tout de suite, l'UPC organise un congrès en juin 82 pour dire que bon, comme Mitterrand a dit qu'il va se pencher sur cette affaire, il vaut mieux qu'on commence à se préparer au retour. Et on est surpris le 4 novembre d'apprendre qu'il vient de démissionner. Bon, aussitôt après, quand il prête serment, on lui écrit, on lui dit bon, vous n'êtes pas forcément de la même génération, ni surtout de la même génération politique par rapport à Ahidjo, mais il serait bon que vous alliez vers la démocratie. Et Mitterrand et le président Biya ne nous répond même pas. Bon, mais quand il arrive, parce que le président Mitterrand le convoque à Paris, on le convoque à Paris et quand il arrive à Paris, le président Mitterrand lui demande « Bon, est-ce que vous allez faire la démocratie ?» Il dit que non, je ne peux pas parce qu'il y a 250 ethnies et donc je ne pourrais pas. Bon, mais il y a trop d'exilés. Il dit non, les exilés peuvent rentrer. Alors, pendant ce temps, qui est le patron du parti unique? C'est le président Ahidjo. Tout à fait. Donc c'est sur France Inter qu'il apprend que Mitterrand a pris des engagements. Il convoque Cameroun Tribune. Et à Cameroun Tribune, il dit... En fait, il comprend que Paul Biya a pris des engagements auprès de Mitterrand. Oui. Voilà. Et que lui, il apprend ça à France Inter, c'est à l'ancêtre de RFI, et il dit que mais ce gars ne connaît pas le fonctionnement de notre parti. C'est le parti qui définit la politique et l'État applique. Bon. Mitterrand, Biya est donc en difficulté. Et l'UPC réagit aussitôt, on fait une déclaration, on la dépose à Radio Douala, on transmet et Mitterrand, Biya dit, il faut diffuser ça tout de suite. On diffuse et les gens commencent à dire, ah peut-être qu'il est même UPCiste, hein? Comment l'UPC? Bon, Ahidjo est furieux. Biya appelle Mitterrand. Mitterrand lui dit, je ne peux pas venir maintenant, mais je viendrai au mois de juin. J'aurai plus de temps. Et quand je vais venir, je vais faire un discours à l'Assemblée nationale et tu me ménages un rendez-vous avec Ahidjo. Mitterrand arrive, tout se passe comme il faut. Il dit le rendez-vous, il dit il est monté à Garoua. Il dit on va à Garoua. Et à Garoua, il dit à Mitterrand, à Ahidjo, il lui dit, mais tu as vu comment il y a 2 ans, Senghor a quitté le pouvoir et il a laissé Abdou Diouf
Il est chez nous en France, il est très content d'être en Normandie. Hein. Mais toi, tu fais quoi là? Tu as une grande propriété sur la Côte d'Azur française, il vaut mieux que tu partes. Laisse le gars la gérer. Bon. Quand Mitterrand est donc reparti, Ahidjo a consenti à faire ses valises et il est parti du Cameroun en août 1983. Il a quitté le pays. Bon, qu'est-ce qui va arriver après? Biya commence à prendre des leaders du Nord, il les met en prison. Ils sont traduits devant un tribunal militaire. Après, ça tourne en eau de boudin, on n'a pas de preuves qu'ils ont essayé de faire un coup. Il y a Salatou, il y a Maïkano Abdoulaye, etc. Bref. Quelque temps après, Biya décide de juger Ahidjo. Bon. Mais entre-temps, en janvier 1984, comme tout le monde lui disait, il faut que tu aies ton propre mandat. Bon. Le 14 janvier 1984, il fait donc une élection présidentielle où il a son propre mandat. Pendant ce temps, le procès court. Et le 24 mars, on est en pleine Cannes. Il y a la demi-finale. Tout le monde, on n'avait toujours pas de télé, tout le monde est devant la radio. Tout à fait. Et on entend le jingle du journal parler, on n'a toujours pas de télé. Et qu'est-ce que dit le journal? En pleine mi-temps, on nous annonce le verdict. Ahidjo a été condamné à mort. Il sera par contumace. Il sera fusillé sur la place publique et on confisque tous ses biens. On est le 24 mars et le 6 avril, les gars ont fait le coup d'État. Donc ça a été provoqué. Bon, tout ça, on a quand même... on a vécu ça, on a soutenu, on était contre le coup d'État et on était un peu fâchés pour la gestion du coup d'État parce qu'on ne gère pas un coup d'État en envoyant des gens au poteau d'exécution, mais c'est ce qui a été fait et tout. Bon, on a donc continué à travailler et en 90, la dernière fournée, Kane et moi-même, on est allés en prison et il y avait Moukon, un grand ami à nous, Albert. Mais il faut dire que les anglophones ont commencé à faire du bruit dans les années 80. Par exemple, la Suela, en 1985, a fait une grande conférence, une grande assemblée à Douala. Et la Suela a posé beaucoup de problèmes. La Suela a dit, nous sommes producteurs de pétrole. Il faut expliquer, Suela, c'est Southwest Allies Association. Voilà. Donc, nos frères du Sud-Ouest ont fait une réunion et ils ont fait une déclaration qui était claire. Nous ne pouvons plus supporter le parti unique parce qu'on en a marre. Nous sommes producteurs de pétrole, mais notre partie du pays n'est pas développée, il n'y a pas de route. Et la Suela dit, par contre, nos frères du Nord-Ouest, eux, ils ont eu tout, ils ont eu les routes, ils ont eu tout. Nous, on n'a pas eu tout ça. Donc, nous demandons que ce soit corrigé, que le Sud-Ouest ait plus de développement que maintenant. Et nous demandons qu'il y ait des routes. Nous sommes dans une zone totalement enclavée au motif que on dit que nous avons voulu choisir le Nigeria. Et donc, ils s'opposaient à ça et ils disaient tout le pétrole qu'on produit au Cameroun, il entre dans les caisses de l'État et nous n'en avons pas le fruit. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'en 72,
le président Ahidjo fait une assemblée, va à l'Assemblée nationale et il dit on va supprimer le fédéralisme. Alors ça nous coûte cher, nous ne sommes pas assez riches. Si nous maintenons le fédéralisme, on va compromettre le développement du pays. Donc il faut faire l'économie de 2 États, avec 2 gouvernements, 2 assemblées. Voilà comment il nous fait la suppression du fédéralisme. Bon, nous, on a trouvé que c'était un coup d'État parce que le fédéralisme, c'est pas un gadget où tu dis que non, ça nous coûte cher, bon, on va économiser et on met toute une organisation par terre de l'État. Bref, tout ça, c'est arrivé donc les années 80, des prisons sans arrêt jusqu'en 1990 où nous, on passe devant un tribunal militaire. Et les gens qui étaient un peu politiquement solides, c'était nous, Ekane et moi, et Albert Moukong et son collègue Vincent Féco. Donc voilà, on arrive en 90 et nos liens se resserrent parce que en fait, le Moukong est avec nous. Moukong était un homme bizarre. Il dit qu'on a arrêté des gens et lui, il était dans cette réunion-là. Il prend son sac, il descend à Douala et il va à la BMM, à la prison politique. Il dit que vous avez arrêté les gens ici, mais j'étais là, moi aussi, donc je suis venu me constituer prisonnier. Alors, il y a un élément qu'il faut savoir. Il était connu pour ça. Oui, c'était un fou, parce que lui, il a dénoncé la fin du fédéralisme à l'ONU. Ah oui. Oui, parce que le Cameroun est pupille de l'ONU, et il est allé à l'ONU pour dire que les francophones ont fait un coup d'État contre eux. Alors c'était un activiste très très courageux. Très courageux, Oui, très, très courageux. Albert Moukong. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, mais sache que on est en prison. Un de nos tortionnaires, on a torturé que les gens de l'UPC, bien sûr. Mais quand Moukong arrive, il y a celui qui était maire de Douala 4e, qui est grand. Koumassi. Koumassi. Donc Koumassi, c'était un gars du Sénère. Tout à fait. Quand on vient chez toi, c'est lui qui se met à la porte, donc tu vois sa statue, tu ne peux pas fuir. Bref, mais il nous a rendu beaucoup de services parce que quand il a vu que Moukong est arrivé, Féco était déjà là, ils allaient tout le temps s'asseoir sous les fenêtres de Koumassi. Et Koumassi était un tortionnaire à temps plein, dont son logement était là. Donc Moukong vient, il fait semblant de lire la Bible et Koumassi est derrière. Et c'est Moukong qui lui dit que, bon, le président dit qu'on ne nous a pas arrêtés parce qu'on voulait faire un parti politique, que c'est prévu dans notre constitution. Donc, il faut tout de suite aller téléphoner au chairman. Chairman John Fundi. John Fundi, pour qu'il aille déposer les statuts à la préfecture de la Mézam. Voilà. C'est comme ça que, donc, il y avait beaucoup de juristes qui étaient membres fondateurs, les Ngwasiri, les Nyowakai, etc. Et ces hommes de loi ont dit à Fundi que si, au bout de 2 mois, on ne nous dit rien, on descend dans la rue. Et c'est comme ça que Fundi est descendu dans la rue le 26 mai 1990. Voilà. Tout à fait. On a fait les villes mortes ensemble et tout. On a fait la campagne du chairman. Tous les jours, on a même sorti un journal. Et il n'y aura plus une victoire comme celle-là. Je vais vous faire une confidence. Pendant que le chairman est en résidence surveillée, Madame Cook, qui a participé à la création du SIF en 89. Madame Cook était à Yaoundé. Donc, tous ces gars, les Kasson, les Nyangwe, les Nyowakai et tout ça, les Ben Mouna,
ils ont fait la réunion de la création du parti. Et Frances Cook était très contente qu'ils aient eu ce courage. On peut peut-être dire que Frances Cook était ambassadrice des États-Unis au Cameroun. Voilà. Bon, excuse-moi, je m'éloigne, mais comme tu veux que je dise tout. Non, c'est juste pour la compréhension de ceux qui nous regardent. Oui, voilà. C'est-à-dire que voilà, Frances Cook était ambassadrice des États-Unis à l'époque, et c'était l'époque où le mur de Berlin est tombé. Était tombé en novembre. Voilà, donc le rôle des États-Unis était hyper puissant partout dans le monde. Voilà, exactement. Et elle a rassemblé pratiquement toute l'opposition chez elle. Et donc, quand le chairman est donc en prison, la femme qui était consul, elle envoie me chercher. Elle était consul d'origine indienne. Elle envoie me chercher et elle me dit que Frances demande que je monte à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé et elle me dit, tu sais, depuis la coordination, tu es un peu la confidente de toute l'opposition. Et surtout, tu es l'ami de John. Il l'appelait comme ça. Moi, je veux que tu descendes à Bamenda, que tu dises à John que j'ai eu... les États-Unis ont dit que tous les ambassadeurs de l'Europe occidentale, comment on dit ça, avec le Canada et les États-Unis, ils ont constaté que Froundi a gagné. Mais comme ils ont les airs d'influence, il serait difficile que Mitterrand accepte qu'on donne la victoire à Froundi. Et ça, on saura après que Mitterrand avait dit un anglo-saxon à Yaoundé, jamais. Et je donne la permission à Biya de faire la répression. Donc, Frances me dit que bon, on va te donner une voiture banalisée. Je ne peux pas te mettre dans les voitures officielles de l'ambassade, mais il faut que tu vois John et que tu lui dises que nous avons besoin de lui. Mais les Français ne peuvent pas accepter qu'il remporte la victoire. Donc, depuis, on est en tractation avec Mitterrand pour lui dire que ce qu'on a vu à Yaoundé, c'est du jamais vu. Il faut savoir que le quartier général, c'est-à-dire l'armée à Yaoundé, avait voté massivement pour Paul Biya. Donc, pour Froundi, pardon. Il était donc difficile. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux alors? Il me dit, non, tu vas dire à John qu'on a négocié. Washington et Paris ont négocié pour qu'il soit vice-président. Et dis à John que, parce que j'ai essayé de le convaincre, il ne veut pas. Il vaut mieux que tu ailles physiquement. Et puis tu lui dis que nous, les États-Unis, on pense qu'il vaut mieux qu'il soit à côté du pouvoir pour lire, prendre connaissance des dossiers. Et ce n'est pas inutile qu'il accepte d'être vice-président. On a demandé ça parce que c'est ce que Washington a imposé à la France en leur disant que, mais comment? Tous les observateurs, toutes les ambassades, tout le monde a vu que Froundi a gagné. Vous ne pouvez pas dire que Froundi n'a pas gagné, mais comme c'est votre aire d'influence et qu'il est anglo-saxon, nous, les Américains, on impose qu'il soit vice-président. Ah, avec Froundi, c'était la bagarre. Il me dit que, mais pourquoi Frances t'envoie? Elle a essayé de me convaincre, mais je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter. Et donc, pour vous dire en un mot que on a gagné l'élection de 92, les pays occidentaux savaient tous que Froundi avait gagné, mais bon, Mitterrand était contre le fait qu'il y ait un anglo-saxon à étudier. Bon, je n'ai rien oublié. Merci, c'est très instructif. Très, très instructif, merci. Merci.
Et comment est-ce qu'un opposant faisait pour se retrouver en exil? C'était comment à l'époque? C'est-à-dire, Non, je suppose qu'on ne pouvait pas juste aller à l'aéroport, prendre un avion et partir. Non, Voilà. pas du tout. C'est pour ça que je pose la question. Voilà, si nous, par exemple, on était des étudiants, on est entré à l'UPC, on est entré à l'UNEC d'abord, ensuite on est entré à l'UPC, et on ne pouvait plus rentrer chez nous. D'accord. Donc, Voilà. en fait, on militait depuis là-bas et pouvait pas. Mais il y avait d'autres, les leaders qui étaient sur place qui ont réussi à partir. Oui. En fait, je me pose sur la question. Souvent, par quel chemin? Ils sont passés par le Cameroun. Le West Cameroun. Le West Cameroun, hein, c'était un point. Bon, par exemple, quand vous allez à Kumba, des quartiers comme Fiango, c'était des UPCistes. Mon père était donc au collège protestant, était directeur là-bas théologique de Niasoso, qui est juste à mi-chemin entre Loum et Kumba. Et donc notre maison, on recevait constamment des UPCistes à la maison qui venaient passer la nuit. Ouais. Et donc, parce qu'ils passaient par le Mont Coupé, on était... Oui, le Mont Coupé, c'était une région du péciste. Voilà, donc nous, on était au pied du Mont Coupé. Donc, ils montaient le Mont Coupé de l'autre côté et ils redescendaient et ils sortaient directement derrière chez nous. Vous n'étiez pas en danger, là? Non. Ah oui. Non, c'était la maison du pasteur. Du peuple. Voilà. Donc, il passait les nuits chez nous. Et le matin, très tôt, mon père avait cette Land Rover qu'on démarrait en tournant. Là. Oui, avec une manivelle. Voilà, avec une manivelle. Donc, je savais que quand... Tu étais tout gamin. Oui, tout petit. Oui, ça, tu étais gamin. C'est des souvenirs vagues comme ça que j'ai. Mais je sais qu'il revenait toujours avec des histoires terribles quand il allait du côté de Loum, de Penja et tout ça. Voilà, il avait toujours des histoires terribles qui nous racontaient. Il y a eu des massacres. Et donc, ma mère, je me rappelle que ma mère avait énormément peur quand il prenait la route pour partir. Et surtout quand il convoyait des UPCistes sur Kumba. C'était très dangereux. Parce que si les commandants... D'abord, on a eu pendant longtemps l'armée française qui était là. Bon, il y avait une troupe qui était en fait constituée des gens venus d'ailleurs, que ce soit les gens du Tchad, de Centrafrique et d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait éviter qu'ils nous communiquent avec des UPCistes. Et donc, c'était... Le Mungo était une zone très dangereuse. Tout à fait. Vraiment, ça, si vous avez vécu là, bon, à part que là, vous n'aviez pas peur des UPCistes. C'est eux qui pouvaient vous trancher la gorge. Mais comme ils étaient quand même des nationalistes, ils ne l'ont pas fait. Mais c'était une zone très dangereuse, hein, le Mont Coupé. Tout à fait. Très dangereux. Tout à fait. On avait un douanier qui disait toujours papa merci, parce que papa allait en tournée là-bas dans le Mungo, et puis quand il est revenu, il a dit là où il s'appelle Mbapou, son fils est à la communauté, et il disait à ma mère, là où est Mbapou avec des petits enfants, je ne suis pas sûr qu'il tiendra, parce qu'on viendra lui couper la tête pour le rapatrier vers Douala. Mais le Mungo était très dangereux. Tout à fait, tout à fait. Bon, nous, on était juste à la frontière du côté anglophone. Donc, mais on allait à Loum et Penja parce que, au fait, pratiquement tout l'échange économique était de ce côté. Oui, pour vous ravitailler et tout. Je comprends. Enfin, bon, moi, j'étais J'étais tout petit. Un micro-homme, donc Non, pendant tous les années 60, d'abord, il fallait passer avec un laissez-passer. Tout à fait. Et on contrôlait tout le monde, parce que la zone du Mungo était une zone dangereuse. Non, c'était juste pour ça, parce qu'en fait, c'est toutes ces choses... En plus, elle concentrait toutes les activités, parce que le Cameroun est une puissance agricole. Et donc, beaucoup d'activités avaient lieu sur le Mungo. Tout à fait. Et dans le sud-ouest, et Kumba était... Kumba et Kongsamba, c'était les deux grandes villes commerciales du Cameroun. En fait, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais...
le reste du Cameroun est né bien après. Oui. Il y avait 2 endroits où il fallait Nkonsamba était la 3e ville. Tout à fait. Du Cameroun. Alors, ça dépendait où on était. Si on prenait les 2 Cameroun ensemble, c'était Kumba la 3e et Nkonsamba la 4e. Donc, voilà. C'est ça. Mais pour le Cameroun francophone, à l'époque, on n'avait même pas encore fait enfin, quand on a fait la réunification aussi, c'était la 3e ville. Tout à fait. Francophone. Tout à fait. Entre d'abord Douala et Yaoundé, ensuite Nkonsamba. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que Nkonsamba est tombé. Oui, même Kumba. Oui, même Kumba. C'était the place to be. Et d'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui. Je crois que Kumba est l'une des villes les plus cosmopolites du Cameroun. Oui. De très loin. Oui. Et c'est parce que très tôt dans l'histoire de ce pays, cette ville attirait, il faut comprendre que c'était un carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Tout à fait. C'était le plus grand marché. Hein, ce qu'on a aujourd'hui au marché Mbopi, c'était le marché de Kumba. Et c'était une zone tampon entre l'insécurité dans le Mungo et la sécurité du Ouest Cameroun. Voilà. Et parce que beaucoup de personnes sont venues de partout pour s'installer là-bas, au fait, ça attirait encore plus de Camerounais. Pour l'activité économique intense. Bien sûr, on a des autochtones, je les appelle ainsi. Parce que Kumba, au fait, a été créé de toutes pièces par les Allemands. Oui. C'est pour ça que ça vient de Ekumba le Bosquet. Et, voilà. Et donc, Kumba Station a été créé de cette façon-là. Et donc, au fait, pratiquement tous ceux qui y sont aujourd'hui ont migré de quelque part. Pour s'installer. Oui. Et c'est pour ça que vous avez des Bassas, vous avez des Bétis, vous avez des Bamileke, vous avez des Nordistes. Il y a tout le monde là-bas. Tout le monde. Et même ceux du sud-ouest, au fait, ils ont tous leur village ailleurs. Il y a très peu qui ont leur village là. Et c'est pour ça que je les appelle les autochtones, parce que ces gens sont une communauté tellement soudée aujourd'hui, qui fait en sorte que, au fait, ils se sentent plus des Kumba Boys, comme ils s'appellent, des K-Town Boys, qu'autre chose. Même comme ils parlent à notre patois, voilà, ils sont, c'est-à-dire que même ceux de chez moi dans l'Indienne qui sont à Kumba, on a l'impression qu'ils sont plus ancrés dans Kumba que dans leur village respectif. Voilà. Et ça se voit, par exemple, politiquement parlant, il n'y a pas de problème en tant que tel. Nous, on a eu, par exemple, notre député était d'origine de Baranté, mais il est plus K-Town. Il est plus K-Town que moi. Le député actuel du RDPC est de la Maniou. Ça n'a jamais dérangé personne. Voilà, le maire était de l'Ebi-Alem, ainsi de suite. C'est une ville tellement cosmopolite que c'est un laboratoire pour le reste du pays. En fait, le reste du pays pourrait apprendre comment le vivre ensemble fonctionne en allant à Kumba. Et regardez, ce qui est bizarre, c'est que ça marche très bien, mais chaque quartier a une communauté spécifique. C'est-à-dire que quand tu me dis de quel quartier tu viens, je sais d'où les origines sont. Voilà. Parce que les gens se sont installés selon par affinité. Voilà. C'est très intéressant. Mais je dis toujours. Mais le premier congrès de l'UPC en 49, c'était à Kumba. Oui. Oui, c'était à Kumba. Donc c'était ça m'amène à tous nos problèmes de vivre ensemble et tout ce qui va avec. Et je répète souvent aux gens, vraiment, c'est pas un hasard si les UPCistes allaient en exil premier d'abord à Kumba, toujours plus loin, parce que c'est une ville tellement accueillante. Et, en fait, nous devons tous apprendre de cette ville-là. C'est là-bas qu'ils ont été protégés. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, non, en fait, pour dire que les gens qui racontent que il n'y a pas eu d'opposition, on a échoué, des choses comme ça, les nouveaux arrivants là, ils ne connaissent pas l'histoire du SIF. Et c'est une histoire profonde parce que il faut que je vous dise que quand on commence à travailler
avec les anglophones qui sont de l'autre côté. Il y avait Obenson et quelques autres. Leur première idée, c'est que pourquoi le SIF a du succès? Le SIF a bénéficié, le Nord-Ouest a bénéficié de tout. Nous, on n'a rien eu. Et il y a eu comme, au début, comme un mouvement, quand tu causais avec Njoli Toumbé, il me disait, on ne comprend pas pourquoi on va accepter le SIF alors que c'est eux qui ont tout eu. Nous, on a essayé de faire des mouvements, mais c'est le leur qui a prospéré. Bon, c'est au début. Après, on s'est réconcilié, l'élection arrivait, des choses comme ça. Mais le SIF est arrivé à fédérer toutes les forces, je dis bien toutes les forces d'opposition au Cameroun. Et c'est ça. C'est dommage parce que, au fait, le projet d'un meilleur Cameroun ne peut qu'être un projet national. Bien sûr. Et, donc, c'est dommage quand on se fixe dans des communautés. Et surtout que, au fait, si on veut, et c'est ce qui me tue d'ailleurs, si on veut un Cameroun fort demain, ça ne peut qu'être dans le concert des nations de l'Afrique. Ça ne peut qu'être... donc on doit d'abord être panafricaniste. Donc on ne peut pas se réduire à des communautés quand le big picture c'est toute l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on se dise les vérités. On ne peut pas s'en sortir si l'Afrique ne suit pas. Et puis il faut que tu martèles sur le panafricanisme aussi. Tout à fait. Parce que ça construit c'est un des piliers les luttes africaines. C'est un des piliers de notre programme que nous lançons dans quelques jours. Donc c'est un des 4 piliers de panafricanisme. Parce qu'en fait on n'existe pas autrement. Non. Nous n'existons pas autrement. Donc, si la Chine n'existe que parce qu'elle est une, il y a plus de 1000 tribus en Chine. Il y a des communautés, il y a autant de langues qu'il y a presque de communautés. Il y a autant de religions qu'il y a, mais ils ont réussi parce qu'ils sont restés un bloc. L'Inde s'est disloquée avec le Bangladesh et le Pakistan, mais l'Inde, le sous-continent indien qui est resté, mais est puissant. C'est l'Afrique. C'est l'équivalent de l'Afrique en nombre de tribus et de communautés et de religions et de tout le reste. Et ils ne sont que là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils sont ensemble. Les États-Unis sont aussi puissants parce qu'ils ont compris dès le départ qu'ils doivent être unifiés. Les 13 États, ils sont devenus un monstre. Exactement. Ils ont fait une guerre de sécession. Dur pour rester unifiés et rester un bloc, et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, la Russie aujourd'hui ne serait rien s'il n'était pas passé par l'étape de l'USSR. Bien sûr. Où ils ont tout tué, ils ont créé un empire qui malheureusement s'est écroulé pour les raisons que nous savons tous, qui n'étaient pas endogènes. Mais il faut que les gens comprennent que notre destination, la prospérité que nous voulons, la justice et la paix que nous voulons, elle doit être globale. Et elle ne peut qu'arriver si nous sommes un seul bloc africain. Donc si on est tout le temps dans le rétroviseur pour essayer de suivre les lignes communautaires et tout cela, on va nulle part. On va nulle part. On est insignifiant comme pays dans le concert des nations. On est des microbes si on va dans nos communautés. Certes, il faut garantir nos cultures, il faut garantir nos us et coutumes, il faut des espaces pour ces communautés, il faut des espaces pour ces cultures. Tout ça doit être garanti, mais ça ne doit pas être notre focus. Bien sûr. Notre focus doit être... Va plus loin. Va beaucoup plus loin. Et c'est important que les gens commencent à le comprendre. Il faut que ça vienne du Cameroun. Parce que ce qui se passe dans notre sous-région, c'est qu'on a une sous-région qui est particulièrement frileuse vers des opérations de rassemblement. Alors j'ai discuté une fois avec les anciens dirigeants du Gabon. J'y allais très souvent. Et tu as vu ce que Billy Bizet, il est debout contre Oligui. Oui, j'ai vu ça. Donc j'ai une discussion là-dessus. Et la réponse qu'on me donne, c'est que
si on vous laisse entrer au Cameroun, au Gabon, comme vous voulez, vous allez nous envahir. Voilà. Je me suis retourné, j'ai dit, mais monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, nous, on a laissé la porte ouverte au Nigeria depuis très longtemps. Nous ne sommes pas envahis. Voilà. Au contraire, nous sommes très contents des Nigérians qui travaillent chez nous et nous sommes très contents que nos enfants sont dans les universités nigériennes et tout ça. Et sans l'économie de la frontière nigériane, le Cameroun sera peut-être à 10 points de croissance en dessous de là où on est aujourd'hui. Donc, franchement, moi, je ne sais pas où vous voyez un problème. Mais malheureusement, au fait, le syndrome d'infériorité fait en sorte que tous ces pays pensent que, au fait, l'unité de la sous-région. Et moi, je suis même contre l'approche de l'ONU. Je pense que l'approche onusienne qui essaye de créer des blocs, c'est quelque chose qui nous retarde plus qu'autre chose. Il faut avancer. Si l'Afrique du Sud veut se mettre ensemble avec le Cameroun, si en chemin la RDC ne veut pas, on avance. On a des avions aujourd'hui et on fait ce qu'on a à faire et on avance. Le jour que la RDC et l'Angola voudra suivre, on suivra. On nous met dans des blocs et ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, et tu le sais mieux que moi, étant mon aîné de très loin, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand j'allais à l'école primaire, on écrivait Cameroun, West Africa. On n'était pas en Afrique centrale. Ce qui est arrivé, c'est que pour des raisons politiques, on nous a mis en Afrique centrale. On était en Afrique de l'Ouest. Et regardez là où l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui. Donc je pense qu'on nous a mis dans l'Afrique de l'Ouest pour servir de locomotive, pour tirer dans l'Afrique centrale pour servir de locomotive, pour tirer le reste vers le haut. Mais au contraire, c'est le reste qui nous tire vers le bas. Vers le bas. Moi, je suis même d'avis. C'est un peu de notre faute. Oui. Je veux te dire, il y a un journaliste qui me dit, oh, Henriette, je dois faire un voyage au Gabon, mais j'aimerais te présenter au président Bongo parce que tu es la seule, avec le SDF, bien sûr, on a soutenu Laurent Gbagbo. Tout à fait. Voilà. Donc, le gars me dit, bon, il faut qu'on y aille, je te propose ça. On y est allé, le président nous a reçus et il m'a dit, vous savez, madame, j'ai dit à Bia que tu es plus âgée que moi, mais moi, je suis l'aîné dans la fonction. Et donc, j'ai travaillé avec Aïdjo. Prends ta place de locomotive de notre sous-région. Mais il fuit, il ne vient pas, il envoie, je ne sais pas si c'est la Barane ou un autre, le Conseil économique et social, il envoie toujours quelqu'un. Ayan-Luc. Et j'ai dû lui dire, monsieur, vous n'entrez pas. Quand on se concerte maintenant, moi aussi, j'ai une commission économique et sociale. Mais quand on est en conclave, entre chefs d'État, tu n'entres pas. Si ton patron est tellement fainéant qu'il ne peut pas venir à la réunion, tant pis pour lui. Mais il est clair, je veux dire ça. Il est clair que dans la communauté internationale, nous sommes la risée de tout le monde parce que nous sommes absents à toutes les réunions de haut niveau. Nous sommes en ce moment, il y a le sommet de l'Union africaine qui est passionnant. Il y a des élections, il y a un nouveau commissaire, un nouveau président et tout ça. Vous savez, quand lui-même était président de l'Union africaine, il n'est pas allé au sommet. Donc, imaginez qu'il ne soit pas présent. Il n'est pas allé. Donc, c'est juste pour dire que nous faisons du surplace à l'international depuis trop longtemps. Mais je pense que même si il faudra raviver ça. Voilà. Si tu prends le pouvoir, il faudra raviver tout ça. Non, mais cette absence. C'est impossible de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, on paye le prix parce que tout le monde avance, nous on fait du surplace. Nous ne sommes même pas considérés. Je veux dire, non, on est méprisé. Un des passeports, un des pires passeports à avoir aujourd'hui dans le monde, c'est le passeport camerounais, malheureusement, parce que si on vous laisse passer, on va croire que vous venez faire des mauvaises choses, et sinon on vous laisse même pas passer. Donc, quand vous regardez les queues des Camerounais devant les ambassades pour obtenir des visas, on comprend où on en est. Et puis tout ça doit être corrigé. Tout ça doit être corrigé. Mais je vais même plus loin. Ça doit être corrigé de façon pragmatique, c'est-à-dire
que moi faire le tour de l'Afrique. Il faut aller renouer avec tous les chefs d'État. Moi, je pense même que la séparation entre l'UEMOA et la CEMAC est inutile. Elle est complètement inutile. Elle était peut-être utile dans les années 70. Il faut aller... Notre marché naturel est en Afrique de l'Ouest. En fait, quand quelqu'un veut faire quelque chose... On n'est pas nombreux, hein? Non, mais attends, nous, en Afrique centrale. Je dis au Cameroun, même les gens d'Ambam, quand ils veulent faire quelque chose en Afrique, ils vont à Abidjan, ils vont à Dakar, ils vont à Bamako, ils vont à Lagos. C'est dans ce sens qu'on va, pas dans le sens-ci. Donc, très peu de Camerounais ont des activités répétées. Pour curiosité, autre chose. Parce que depuis toujours, c'est le sens du commerce. Le Cameroun a constitué un lieu d'immigration de toute la côte ouest africaine. Tout à fait. D'abord parce qu'il y avait aussi des comptoirs coloniaux qui étaient installés à Douala. Et donc, la sous-région ouest africaine venait chez nous. Tout à fait. Et on ne comprend pas pourquoi ce chef d'État est frileux. Alors, pour parler de lui-même, on a fait un congrès, un sommet de l'Union africaine à Yaoundé. Je crois que c'était en juillet 1976. Bon, quand on fait le sommet, le président devient le président en exercice de l'OUA. Et c'est Mujoma qui lui dit, j'espère que vous allez faire le tour de l'Afrique, on ne vous voit jamais. C'est Mujoma qui lui dit ça. Il y a eu un incident, que je te dise. Mandela arrive à l'aéroport, Biya n'est pas là. Tout à fait. Alors que le même Mandela, avec un bongo, qui disait que non, il faut pactiser avec l'Afrique du Sud, raciste et tout, mais Bongo l'accueille, les tam-tam, les youyou, il présente même des excuses. Mandela arrive, on dit que Biya dort. Bon, Mandela a été froid. Dès que la cérémonie d'ouverture est finie, il a pris l'avion pour partir. Or, le même Mandela a dit que si ce n'était pas les UPCistes et le FLN algérien, quand il a fait son seul et unique voyage à l'époque à Rabat, qui lui ont dit, si tu veux combattre les Blancs, il vaut mieux que tu prennes les armes, parce que le Blanc ne comprend que cette arme-là, cette truc. Donc, il faut que tu prennes les armes. Et c'est quand Mandela revient qu'il crée donc l'armée de l'ANC. Donc, il disait tout le temps, il a même dit dans son livre que, bon, on lui a... Et d'ailleurs, le gars qui était à l'époque à l'Istiklal, il était le représentant de l'UPC, a fait publier cette photo-là, où on voit Mandela, Ndjaoué Nicanor, et le gars du FLN et le représentant de l'Istiklal. Donc, tout ça, il faudra que tu ailles réveiller tout ça un jour, si tu arrives aux affaires. Quand j'arriverai aux affaires. Quand tu arriveras aux affaires. Oui, voilà. Parce que c'est des partis amis du Cameroun. Mais bien sûr. N'hésite même pas un peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je suis en contact avec la plupart d'entre eux. Oui, parce que vous êtes à l'international. Et à l'Alliance progressiste, dont je suis le coordonnateur pour l'Afrique. Ça m'ouvre beaucoup de portes. Voilà. Et à chaque fois que je suis assis avec... Donc vous n'êtes plus à l'international. Nous y sommes. Mais vous avez fait un truc progressiste. Non, ce qui s'est passé, c'est que à un certain moment, il y a eu des problèmes à l'international socialiste, des problèmes de gouvernance. Et malheureusement, on avait un peu le syndrome, j'appelle ça le syndrome de la FECAFOOT, où le vrai problème c'est le collège électoral et c'est pas le reste. Donc on fait venir plein de partis dedans pour contrôler le collège électoral et pour garder la mauvaise gouvernance en place. Malheureusement, il y a des partis qui ont perdu des élections à cause de cela.
Parce que figure-toi, quand on s'est réveillé un matin, on se rend compte que Ben Ali était membre de l'International. Le Tunisien. Oui. Et ainsi de suite. Je ne veux même pas parler de Moubarak et tout ça. Donc, on est arrivé au point où on s'est dit, OK, nous, on va être sérieux. Donc, avec les autres partis puissants de l'International, parce qu'ils sont aux affaires depuis un siècle et des fois plus, comme le SPD en Allemagne, le Labour en Angleterre, les travaillistes c'est toujours les deux en partis, Suède, les travaillistes en Suède, le PS en Suisse, France, les Italiens et tout ça, ils se sont mis ensemble et ils ont dit qu'ok, nous on veut quelque chose d'éthiquement correct et donc nous ne quittons pas l'International, mais nous allons créer un organe qui va s'occuper de nos campagnes internationales. Et au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant cela, j'avais créé l'Alliance progressiste pour l'Afrique centrale avec Martin Ziguélé de Centrafrique. Et donc, ils ont copié notre travail ici et ils ont créé donc l'Alliance progressiste avec siège à Berlin. Qui est aujourd'hui dirigé par Macris Caballero qui est des Philippines. Et dans chaque région, donc pour l'Afrique, il y a une des régions. Il y a l'Alliance progressiste pour l'Afrique maintenant. C'était lancé en fait. Et c'est moi qui suis le coordonnateur. Ah, d'accord. Donc vous y êtes. C'est aujourd'hui le MPLA. C'est le plus grand mouvement. C'est le plus grand mouvement de centre-gauche et de gauche au monde, le plus grand mouvement progressiste avec, je crois, 103 partis dans pratiquement 90 pays qui sont membres. Et bon, on a un peu durci les conditions d'accès. Donc, on travaille, on est très content que notre parti membre au Ghana, le NDC, a gagné les élections présidentielles. Ah, vraiment. Donc, on espère que les prochaines bonnes nouvelles viendront du Cameroun. Voilà. Ah, ça c'est bien. Donc, mais c'était un bon forum pour rencontrer des chefs d'État et de gouvernement, toujours des chefs de parti. Là, on se prépare à aller à Hyderabad en Inde pour le congrès de cette année, qui sera très... De l'Alliance progressiste. Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Oui, donc c'est ça. Mais c'était une bonne transition de créer cette alliance progressiste-là parce que ça nous a permis de rester dans notre tradition de l'international. C'est important. Et puis d'avoir un outil de travail à l'international qui est l'alliance. Voilà. Après 64 années après autant d'années d'esclavagisme, de colonialisme, puis 65 années, pardon, de néocolonialisme, est-ce qu'ils ont le droit d'espérer? Est-ce que la jeunesse, c'est-à-dire toi, avec toute ton expérience, ton bagage et tout, quel est le mot que tu as pour eux? Parce que nous, on va vers une élection qu'on veut gagner, mais quand on t'entend, on se dit qu'on a encore 2 siècles devant nous. Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, pour une chose, quand on est venu à la démocratie, on était loin d'imaginer qu'on pouvait faire 6 mois de ville morte. Mais c'est ça, la révolte. La révolte est venue de quoi? Pourquoi les gens ont adhéré à l'opposition? On sortait des plans d'ajustement structurel. Tout à fait. Où on a jeté tout le monde au chômage. Il y a des femmes qui sont parties d'ici pour aller faire le trottoir et sauver les enfants et la famille. C'est-à-dire qu'on a vécu, les bailleurs de fonds nous ont fait ça très dur. Résultat, tout le peuple camerounais s'est retrouvé dans l'opposition. 2 élections, le RDPC est battu. C'est là que la Gega a dit que non, il faut geler la démocratie là. Il a créé des armées, il a terrorisé tout le monde. Si vous sortez dans la rue, il sort l'armée des casernes, on tire sur vous, etc. Est-ce que 30 ans après, c'est encore possible qu'il fasse comme ça? Je ne crois pas. Deuxièmement, vous avez votre avenir à sauver. Et votre avenir, c'est que vous vous mobilisiez.
Je me souviens quand on faisait des élections, c'était les jeunes qui faisaient la sentinelle dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ils étaient là autour. Si on essaye d'attraper une urne et que le sous-préfet essaye de l'amener ailleurs, ils sortent tous et ils entourent le sous-préfet. Ça devient autre chose, ou alors tu tires sur eux. C'est-à-dire que vous avez votre avenir à construire et on s'engage quand on sait que l'avenir peut être meilleur. On ne peut pas avoir pire que ce qu'on a eu. C'est clair. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Un jour, j'étais face à un gars du RDPC et on parlait de la santé, il prenait ça à la légère. Et c'est un téléspectateur du Sénégal qui a appelé pour dire que ce que la dame l'a dit est vrai. La santé coûte très cher. Chez nous, au Sénégal, la chimio est gratuite. Chez nous, je suis toujours sur l'histoire de la césarienne, parce que quand la césarienne est à 300 000, plus 50 000 francs de médicaments. D'abord, il faut payer pour nettoyer le bloc opératoire, acheter les gants, acheter le bistouri, tout ça. J'ai eu ça. J'ai eu un jour, une de mes petites filles, elle a demandé à son père, va appeler Mémé Henriette. J'arrive, Mémé, je vais mourir, sauve-moi. Bon, j'avais 70 000 sur moi. J'ai menacé. J'ai appelé le médecin. Je lui ai dit, si ma fille n'est pas délivrée là, vous allez voir ce que je vais faire. Il m'a donc dit, madame, signez une reconnaissance de dette. Déposez vos 70 000 et cherchez 50 000 pour aller à la pharmacie acheter des médicaments. Alors, un petit qui est au chômage, qui n'a pas d'argent. Oh, c'est terrible. C'est terrible. J'ai un neveu qui a perdu et la femme et les deux garçons, ses jumeaux. Parce qu'il est arrivé tard avec l'argent. Non, en tout cas, moi, je suis clair là-dessus. Hein. Vraiment. On ne doit plus mourir parce qu'on donne naissance à un cabot. Ouais. Ça, c'est clair. Et ça doit être gratuit. Tu as vu, Si tu as vous vu voulez l'histoire des femmes qui étaient en prison, qu'on avait arrêtées. Je crois que c'est au CHU, je ne sais plus. Ah bon. oui, qu'on avait... Oui. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça et moi je suis clair depuis toujours. Ah bon. Ça me rassure. L'accouchement, quelle que soit la tournure que ça prend, doit rester gratuit. Gratuit. Les gens ne doivent pas être amenés à dépenser parce qu'un Camerounais arrive sur terre. Et les femmes ne doivent plus mourir parce qu'ils accouchent un Camerounais. Donc parce qu'ils donnent naissance. Donc vraiment ça c'est avec moi c'est clair. C'est moi vraiment ce n'est même pas un débat. C'est ça. Parce que on n'a pas besoin. Il faut marteler ça. On n'a pas besoin de ça. On le martèle depuis un moment, mais je pense qu'on va le faire encore plus. Il faut que les femmes soient conscientes de ça, que celui qui promet l'accouchement gratuit, parce que tu enrichis la communauté d'un individu. Tout à fait. On peut pas t'envoyer au casse-pipe. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, hein. Mais je veux dire, même dans mon programme de 2018 et dans celui de 2025, il est clair là-dedans. Moi, c'est des choses sur lesquelles je ne discute même pas. Non, le salaire minimum, le minimum, la gratuité des soins jusqu'à l'âge de 5 ans, le suivi des maternités gratuites, la bourse familiale, toutes ces choses-là, pour moi, c'est des tenants sur lesquels il n'y a pas de négociation. Non, j'avais lu ton programme. Je t'ai dit que tu avais le meilleur programme. Et celui qui est encore meilleur va sortir dans quelque chose. Non, mais je veux dire, c'est très clair. Les enfants de la conception jusqu'à l'âge de 5 ans ne doivent pas être un obstacle financier pour les parents, surtout en ce qui concerne la santé. Point. Et donc, que ce soit l'accouchement, quel que soit l'accouchement, le suivi d'après et tout le reste, ça doit être un accompagnement de l'État. Tous les vaccins de l'enfant jusqu'à 5 ans. Écoute, nous avons aujourd'hui au Cameroun plus d'un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Oui. Et donc, au-delà tous les autres combats,
le combat qui est le mien pour le prochain septennat est très clair. Tant qu'on n'aura pas réussi à remonter ces 10 millions-là, pour leur donner un ascenseur social, Vraiment. pour les ramener dans la vraie vie, on aura échoué. Je te dis, Et ce n'est que par des actions comme celle-là qu'on peut les ramener. bien sûr. Parce que cette pauvreté vient de là. Bon. Cette précarité vient de là. Et donc, et le pire, c'est que ça ne nous coûte pas grand-chose pour y arriver. Ça coûte pas Ça ne grand-chose. nous coûte rien. Rien. On va construire des stades qu'on n'a jamais utilisés, on va faire Voilà. des trucs, des Qui voyages seront en en Europe brousse. et tout. Alors que là, c'est factuel. Par exemple, la bourse familiale que je souhaite mettre en place pour au moins 3 millions de familles, donc ça touche presque 8 millions de personnes, 8 à 9 millions de personnes, est un mécanisme très simple que notre camarade et ami Lula a mis en place Ah au oui. Brésil et qui a très bien marché. C'est la raison pour laquelle il est revenu. Et je suis allé visiter ce qu'il fait. Je suis allé le voir. Je suis allé dans dans favelas. pays, regarder comment ça fonctionne. Mais en réalité, ça fonctionne à merveille et ça coûte pas grand-chose. Qu'est-ce que l'État fait? Le premier problème, Explique-moi un peu comment il fait. le premier point dans les pays comme le Cameroun, parce que je veux parler de ce qui nous concerne, c'est qu'au fait, on ne sait même pas où ces gens en situation de précarité sont. On les voit quand il y a un problème. Donc, au fait, il faut les accompagner avant qu'il y ait un problème. Oui. Donc, la bourse familiale, c'est un système dans lequel ceux qui veulent participer au programme doivent se faire connaître. Et en te faisant connaître, tu déclares ta situation. Et c'est cette situation qu'on suit. Et donc, on te donne certaines obligations sociales et civiques. Par exemple, le couple doit être marié, en fait, doit être marié pour sortir de la précarité de vierge reste. Les enfants, on vous accompagne pour les actes de naissance et tout le reste. Et d'ailleurs, moi, je suis contre cette histoire où on a augmenté la délivrance des actes de naissance de 3 mois à 6 mois. Je pense que dans les 5 premières années, tout Camerounais devrait pouvoir se faire son acte de naissance parce que on ne peut pas mentir sur un âge de 0 à 5 ans. Et donc, il faut donc toutes ces obligations civiques et ensuite, il faut des obligations sociales. Par exemple, les enfants, on a l'obligation de mettre les enfants à l'école et de suivre ces enfants. Ah oui. Donc, si ces enfants ont des problèmes à l'école, c'est-à-dire sont derniers de la classe, ça veut dire que les parents ne font pas leur travail de parents. Oui. Et c'est seulement quand vous cochez à toutes ces cases qu'on vous donne un minimum qui garantit votre bien-être, C'est ça. qui inclut maintenant la gratuité à tous ces autres services, comme la césarienne et toutes les autres Voilà. choses. Si vous voulez rester en dehors du système, vous allez payer votre césarienne. Mais si vous voulez, vous déclarez juste que vous n'avez pas les moyens. Voilà. Et que voilà vous votre soyez situation. recensé. Dès que vous êtes recensé, vous êtes accompagné, on sait où vous êtes et on peut se concentrer pour vous mettre en haut, comme on dit. Et ce système marche parfaitement parce qu'au fait, il permet de faire un lien entre responsabilité et j'appelle pas ça aide sociale, j'appelle ça plutôt renforcement des capacités sociales des familles. Et donc, on n'a pas besoin de dépenser uniquement de l'argent. On peut, pour ces gens-là, rendre beaucoup de choses gratuites. De toute façon, ils ne les consomment déjà pas aujourd'hui. Donc, Oui. si ce soit gratuit, demain, le pays ne perd rien. Oui. Et on peut... Moi, j'ai comme ambition que ce pays, puisqu'on n'a pas de banque centrale, qu'on ait au moins, au minimum, une monnaie binaire qui fait en sorte que, avec la monnaie binaire maintenant, qui donne droit à certains services et certains produits, vous pouvez payer une partie en monnaie binaire que vous-même vous produisez et vous payez l'autre partie seulement en bon cours pour s'assurer que l'argent que vous donnez à ces familles ne finit pas dans un bar ou en achetant des cartouches. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est ça. Donc, de mettre un système, ce système fonctionne à merveille au Brésil et a sorti des millions de familles brésiliennes de la pauvreté, de la précarité. Et je n'hésiterai pas à demander au président Lula même de nous accompagner avec ceux qui l'ont
Qui mis ont sur pied conçu là-bas, ce qui l'ont conçu système. pour que ça marche aussi et l'adapter à chez nous pour que ça marche. Mais il faut absolument, on ne peut pas continuer à se vanter dans le Oh, monde de entier misère. pendant on a 10 millions de familles qui vivent dans la misère. Ouais, ouais. On ne peut pas On ne accepter peut ça. pas. On ne Vous peut savez, tant que vous passez dans votre plus belle voiture, dans les rues de Douala, Yaoundé, etc., et que vous avez des gens qui fouillent les poubelles pour vivre, vous avez échoué. Bien sûr. Vous avez échoué. Bien sûr. Et donc, c'est une responsabilité collective qui est la nôtre. Et c'est pour ça que je me fais fort de ce... Vraiment, je pense que celui qui gouverne le Cameroun, en tout cas, moi, je souhaite que ce soit moi et que quand on le fait, qu'on soit mesuré sur là où on est, là où on arrive. On était et voilà. Là où on arrive avec ceux qui sont au bas de l'échelle. Tout à C'est tout. fait. Parce que ça sert à rien d'aller pointer tout en haut. Ceux-là Voilà. ne doivent pas nous intéresser. C'est ceux d'en bas qu'on doit aller lever. Et c'est très important. Et c'est ça qui est dommage, parce que de plus en plus, l'opposition montre que c'est à la lecture des lois. Bon, je ne qu'ils soient des spécialistes ou pas, mais c'est là qu'on constate le vide, Tout à fait. où il n'y a pas de projet Tout à fait. social, où il y a oh, tel a dit que telle loi a dit que telle loi a dit que ce n'est pas ça un projet de C'est société. des combats de juristes. Juristes. Alors que les gens n'ont pas à manger. Voilà. Donc Voilà. il faut absolument revenir à cela. Donc voilà. Donc Il faut revenir en bas d'en bas, aller voir les problèmes des Camerounais au quotidien. Tout à fait. Et tant qu'on ne quotidien. lève pas tous ceux qui sont tout en bas vers le haut, on perd son temps. Rien ne peut Et marcher. les gens, on m'a toujours dit, et même d'autres partis qui ne sont pas au pouvoir m'ont dit, mais je vends des rêves parce que comment est-ce que vous allez financer ça? Je dis, un gouvernement crée des cercles vertueux. C'est très simple. Si vous augmentez les salaires les plus bas, vous augmentez en même temps la consommation. C'est clair. Donc, vous mettez plus d'argent dans l'économie pour permettre aux gens de payer ces gens un peu plus. C'est ça la droite qu'elle veut faire. Quand on te dit que tu fais du populisme, tu fais ceci. Non, mais c'est. Mais on ne les sort pas de là. Pour finir, nous on a des conservateurs au pouvoir qui passent leur temps à dire qu'ils luttent contre la vie chère. Violent. Mais qu'ils luttent contre la vie chère en créant les miracles qui font la concurrence aux autres, en contrôlant les prix dans les marchés, etc. Je dis, mais personne ne veut que vous luttez contre la vie chère. Ce qu'on veut, c'est notre pouvoir d'achat. Mettez-nous de l'argent dans nos poches pour qu'on puisse vivre, c'est tout. C'est tout. Nous, on n'a pas de problème avec le prix du riz tant qu'on a assez d'argent pour acheter ce riz. Il ne faut pas nous laisser tout bas, les poches vides, et puis vous allez traquer les gens pour qu'ils vendent le riz moins cher. C'est une toute autre approche. Nous pensons que, au fait, ceux qui sont au bas de l'échelle doivent être vraiment au centre des préoccupations pour qu'on les sorte de cette misère. Mais c'est ça le peuple, il n'est pas ailleurs. C'est ce peuple-là qui trime, qui n'arrive pas à manger deux fois par jour. C'est ce que je disais justement à quelqu'un, Boris, avec qui m'a questionné sur Sosucam. J'ai dit, mais Sosucam, c'est la preuve du fait que le SMIC ne peut pas permettre, au fait, garde les employés dans la pauvreté. Parce que Sosucam se déclenche pourquoi? Parce que les manœuvres agricoles ne pouvaient pas attendre 5 jours pour leur salaire. Parce que le salaire est tellement petit que quand on fait le calcul, comment l'utiliser sur 30 jours, si on ajoute un 31e jour, on est mort. Tu es un cadavre. Voilà. Parce que, comme ils m'ont dit quand je suis allé là-bas, ils m'ont dit... Tu es allé? Je suis allé. Je suis même allé dans la famille du jeune homme qui a été tué personnellement et qui était d'ailleurs... on me l'a dit sur place qu'il était un militant du parti. Le jeune que j'ai trouvé avait un bébé et il me dit, mais monsieur le président, parce qu'au fait, je ne me rendais même pas compte. Il faut dire la vérité. J'ai dit, mais vous avez juste 5 jours de retard
pour le salaire et il me dit, Et déjà, ça explose. et il me dit, mais monsieur le président, est-ce que ce bébé peut attendre 5 jours pour manger? Ah. Je dis, non, tu n'as plus besoin d'ajouter, c'est bon, j'ai compris. Je parle plus, j'ai compris. Tout compris. Mais ça démontre Voilà. que ces manœuvres agricoles, les gens en bas de l'échelle ne peuvent plus continuer peuvent à pas. produire pour ce pays avec ces salaires. C'est ça Voilà. qu'il faut se dire. Voilà. Si on veut qu'ils continuent à produire pour ce pays, mais il faut que les salaires soient conséquents pour que 5 jours ne se tournent pas en drame. Et tu sais, quand tu demandes, quand je voyais le listing des SMIC, où il y en avait qui étaient plus élevés au Gabon, etc., ils vous disent que oui, mais ils sont combien là-bas? Je dis oui, mais à force, nous sommes plus nombreux et nous produisons de la richesse. Oui, mais si c'est les nombres qu'on aille aussi dans d'autres pays qui sont beaucoup plus nombreux que nous. Vraiment. Voilà. Où le SMIC est très haut. Hein, tu te rends compte, on te dit que oui, mais vraiment, il faut pas rêver. Ils sont combien? Ils sont combien? Ça veut dire quoi ça? Non, non, il faut Ils arrêter doivent ça. donc mourir. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et puis, de toute façon, il faut même aller plus loin. Oui. On ne devrait pas être dans une situation où les salariés les mieux payés ont plus de 15 fois plus de salaire que les moins bien payés. Parce que Oui, c'est cette oui, oui, disparité ça, là aussi c'est cette inégalité là aussi qui est criante. C'est-à-dire, vous avez des entreprises qui gagnent des milliards de francs avec une masse salariale, au fait. Non, mais là, tu deviens communiste. Hein? Non, même pas. Parce Même que tu pas. veux réduire l'écart Même entre pas. le bas de l'échelle et le haut. Oui, je veux qu'on tire. Ils vont te dire ça. Je veux qu'on tire le bas de l'échelle vers le haut. C'est ça mon souhait. Ouais. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même relativement injuste Oui. d'avoir, que ce soit dans le privé ou au gouvernement, d'avoir des gens qui sont dans les mêmes structures. Les uns n'arrivent pas à joindre les deux bouts et les autres sont dans un luxe opulent. Il y a quand même un problème. C'est ça. Il y a quand même un problème. Moi, je ne parle pas des entrepreneurs et de tout le reste qui ont investi, qui ont réussi. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Mais même quand vous avez investi, vous avez réussi, votre force de production doit être rémunérée à sa juste valeur. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même quelque part, et moi je demande pas qu'on réduise un salaire, loin de là, je suis pas communiste, je demande qu'on pense à ceux qui sont au bas En de bas. l'échelle pour les Mais c'est remonter. ce qu'ils vont te Voilà. dire. Oui, ils disent ça parce qu'ils veulent fuir leurs responsabilités, Voilà. mais sauf qu'ils ne seront plus en responsabilité en novembre, donc J'espère. on va changer tout ça. Il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Tu sais, on est ce qui m'a irrité, comme à la dernière élection, c'est que quand on a un projet de société solide et qu'on aille voter ailleurs, parce que ces gens-là, ces nouveaux opposants-là, ils sont tellement creux que d'abord, ils peuvent parler pendant des heures. Moi, je n'entends même pas ce qu'ils disent. J'ai les oreilles sourdes. Je n'entends pas un seul mot pour le peuple. Pas un. C'est-à-dire que le peuple n'existe pas, mais il y a leur science qui leur impose. Moi, je souhaite que pour les élections d'octobre, qu'il y ait un débat, certes, si Biaï candidat, il ne viendra pas, ça c'est clair. C'est clair, mais qu'au moins les autres candidats puissent avoir un débat présidentiel. Et on mettra... Il faut essayer d'imposer ça. Et on mettra une statue à la place de Biya. Et qu'on ait un débat programmatique. Oui. Où chacun présente son programme et défend son programme pour que les Camerounais puissent comprendre. Parce que et il ne faut pas qu'un seul débat comme ça, il faut un débat comme ça en français, un autre débat comme ça en anglais, un produit de ce côté, l'autre produit de l'autre côté, où on parle des problèmes de nos problèmes, et puis il faut surtout un troisième débat. Parce qu'on peut s'imaginer des débats étant en anglais, en français étant des débats généraux, et puis on parle d'un troisième débat qui pourra avoir, à mon humble avis, 1 ou 2 ou 3 points. Donc l'économie, par exemple, la société, et pourquoi pas les institutions. Oui, parce qu'on va aux élections, on ne connaît pas le programme des gens. Oui. Les autres, comment on peut vivre
l'école est chère, l'école était gratuite, la santé immensément chère. Quand vous avez quelque chose comme un cancer, on commence à chercher les prophètes pour prier pour vous. Parce que c'est hors de prix, la santé, certaines pathologies, certaines maladies. Vous ne pouvez pas. Et donc, quand un homme politique embrasse tous ces problèmes, comme il vient de dire, sortir les couches les plus basses de la misère, et ça ne touche même pas les gens qui sont au pouvoir. Ils s'en foutent royalement. Tout à fait. Royalement. Tout à fait. Et de plus en plus, il y a la révolte. Et cette révolte-là, elle vient d'où? De cette misère-là. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Ils disent qu'il y a un langage de haine. Je dis, quelle haine? Moi, je n'ai pas vu un jour quelqu'un prendre la machette en disant « Je vais trancher la tête d'un nordiste parce qu'il m'énerve ». Ils vivent tous là, à Nouvelle. Les uns à côté des autres. Il n'y a pas de haine. Mais simplement, il y a la résistance. Et la résistance commence par un discours. Parce que vous êtes violent contre le peuple, et le peuple aussi réagit par la violence des paroles. Ça n'a rien à voir avec la haine. Et après les paroles vient la révolte. Et un jour la révolution. Donc, on ne peut pas commencer à dire qu'on va traquer les paroles de haine dans les télés, on appelle les animateurs des débats. Pourquoi tu as laissé l'autre dire ça? Pourquoi tu as laissé l'autre? C'est quoi? On a gelé la démocratie. C'est ça la réalité. Tout à fait. Après 92, on s'est dit plus jamais ça. Plus jamais. Alors on gèle la démocratie. Vous ne pouvez pas faire de meeting. Vous ne pouvez pas faire une réunion publique. Vous ne pouvez même, parfois même, vous êtes en réunion dans votre maison. On vient dire il faut interrompre la réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est retourné dans le parti unique. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir les sénatoriales. C'est extraordinaire ce qui se passe au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie et chaque fois que les gens s'expriment, on sort l'armée des casernes, comme en 2008. Et on a tué des jeunes gens. Alors, un problème qui est réel, là, le président a multiplié des armées, c'est-à-dire qu'il y a le BIR qui n'obéit qu'à lui. Un jour, là, le président voulait atterrir à Yaoundé. On dit qu'il y a du brouillard, il faut qu'il aille atterrir à Douala. Il arrive à Douala, le gouverneur est là. Le gouverneur lui dit, je vais constituer une escorte qui va vous accompagner à Yaoundé. Le président dit non. Il fait venir le BIR de la base de Tico. Il faut que le BIR vienne rapidement. Le BIR est venu, donc, l'a escorté à Yaoundé. Il est arrivé à 1h du matin ou un truc comme ça. Bon. Pour revenir sur la question de comment est-ce qu'on distingue un... Ah oui, j'ai oublié. Oui, parce que je te laisse. Comment est-ce qu'on distingue un candidat d'un autre, ou alors, pour utiliser le terme que tu as utilisé, les nouveaux venus. Je pense que c'est important de comprendre que, parce que ça c'est le déficit d'éducation politique qui fait partie intégrante de ce que tu viens de dire sur la confiscation de la démocratie, fait en sorte qu'au fait, les jeunes Camerounais ne se rendent pas compte qu'ils ne votent pas pour quelqu'un, ils votent pour eux-mêmes. Quand on vote pour soi-même. Et quand on décide... Donc pour tes propres intérêts. Pour tes intérêts à toi. C'est qui est-ce qui va faire en sorte que, au bout de la fin du mandat, je me porterai mieux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on confond un peu le soutien à un parti politique ou à un candidat au soutien à une équipe de football. Ce n'est pas la même chose. C'est un déficit de culture politique qui fait en sorte qu'on pense que c'est comme au football et on va avec son équipe et on meurt pour... Non, on vote pour ses propres intérêts. J'ai des enfants qui, de ces 10 candidats, fera en sorte que l'avenir de mes enfants, sur la base de leur déclaration, soit meilleur. Qui de ces 10 candidats a la capacité
de faire en sorte que tel problème qui me dérange sera réglé, tel problème qui me dérange sera réglé, tel problème. Et il faut donc aller visiter ce que les gens proposent. Il faut s'assurer que ce qui est proposé est réaliste et faisable. Et puis, maintenant, l'élément émotionnel qui peut rentrer en compte, c'est est-ce que la personne est sincère ou pas, pour ne pas se tromper. Mais même si on se trompe en mi-mandat ou en fin de mandat, on peut faire partir la personne pour venir avec quelqu'un d'autre. Et donc, les gens votent pour eux-mêmes. Et c'est quelque chose que les gens me disent toujours, ah, président, j'ai voté pour toi. J'ai dit, non, vous n'avez pas voté pour moi, vous avez voté pour vous-même. Vous ne votez pas pour moi. On ne me paye pas parce que vous avez voté. Mais moi, quand vous votez pour moi, moi, je vais travailler pour que votre vie change. Pour vous. Pour vous. Et c'est ça. En fait, c'est la première des choses que les gens doivent comprendre pour pouvoir distinguer les bons candidats des mauvais, ou alors les bons programmes des mauvais, ou encore savoir dans quelle direction on va quand on va voter. Et malheureusement, très souvent, c'est jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'on a un grand travail à faire, toi comme moi, de distiller cette culture politique pour que les gens commencent à comprendre que c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les gens ne se rendent pas compte. Au fait, là où M. Biya le mieux réussi, c'est quand un Camerounais vous dit, et ça c'est 60% des Camerounais, surtout jeunes que je rencontre, je ne fais pas la politique. Oui, toujours. Comme si c'était avoir la gale. Voilà. Non, mais ils se rendent pas compte que toute leur vie est décidée par la politique. Par la politique, bien sûr. Les chaussures que vous portez, le salaire que vous avez, si vous avez l'électricité ou pas, l'état des routes, le travail que vous avez, ou le fait de pouvoir entreprendre, même la connexion Internet, tout est décidé par la politique. Tout. Si on est en paix ou si on est en insécurité ou en guerre, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des mauvaises décisions politiques qui nous mettent là-dedans. Et il n'y a qu'une décision haute politique qui peut nous sortir de là. Et les gens doivent commencer à comprendre ça. Que, au fait, quand vous répondez à quelqu'un ou quand vous dites à quelqu'un, ah, moi je ne fais pas la politique, vous êtes en train de dire au monde entier, ah, écoutez, moi je suis très bête. C'est ça que vous dites. Exactement. Et parce que tout ce que vous faites, même le fait d'avoir un mari, une femme à la maison, avoir des enfants, ça découle des décisions politiques. Les politiques peuvent décider que plus personne n'a le droit d'avoir une femme. Les politiques peuvent décider, comme en Chine, que vous ne pouvez pas avoir plus d'un enfant. C'est la politique qui décide de tout. Donc, quand vous laissez cette politique entre les mains des médiocres, vous n'avez qu'un pays médiocre qui s'ensuit. Forcément. Donc, on va dire, c'est vous qui l'avez élu. Exactement. Comme on nous dit toujours. Mais pourquoi vous l'avez à la tête de votre pays alors que le type n'a pas gagné d'élection? Mais moi-même, je dis souvent la même chose avec beaucoup de plaisir. Je vais l'autre jour, je sors d'un avion, je vais droit à l'ouest pour des obsèques, dans le nord-ouest pour des obsèques. Et en fait, je trouve l'état catastrophique de la route dans le Mongo où on mettait presque une nuit pour passer. Et donc, on est coincé dans un quartier de Mbanga parce qu'il fallait utiliser des... La route est très mauvaise. Président, vous voyez comment on souffre vraiment, machin. Je me suis retourné, j'ai dit... Vous avez voté qui? Si vous m'aviez élu, vous n'aurez pas ce problème. Vous avez choisi celui qui vous donne ce problème et vous vous plaignez maintenant. Ah, on ne savait pas. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est très important que les gens comprennent que c'est la décision de leur élection qui fait... C'est le bureau, le bulletin qui vous libère. Tout à fait. Donc, il faut que les jeunes sachent qu'il faut qu'ils mettent leur bulletin pour un candidat qui offre des perspectives. Tout à fait. C'est tout. Et surtout qui n'a pas son avenir dans un rétroviseur. Parce que vous ne pouvez rien offrir dans l'avenir quand vous-même, vous ne serez pas, vous ne voyez même plus cet avenir, vous ne voyez plus que le rétroviseur. C'est évident. Donc, au fait, c'est ça. Et en parlant de tout ça, je pense qu'il est aussi important de dire aux gens qui nous regardent, aux Camerounais surtout, que très souvent, quand on entend parler une bibliothèque comme toi, tous ces combats que tu as menés, les gens se disent, au fait, moi, je ne pourrais pas.
Oui, non, mais je sais. Mais je dis, les gens, surtout les jeunes, ils disent, aïe, si c'est une affaire comme ça, je préfère aller au Canada. Oui. Okay? Donc, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yaya Jammeh. Je connais. Ok, Yaya Jammeh a organisé. Il va soigner le sida. Voilà, Yaya Jammeh, comme c'était lui. Il a organisé son élection. Il a imprimé lui-même les bulletins de vote. Il a mis seul les agents électoraux dans les bureaux de vote. Et il a mis que les militaires. Ok? Mais il a perdu. Il a perdu l'élection. Et il est parti. Il est en exil maintenant, je crois, à Malabo. Oui, il est à Malabo. Et voilà. Donc, ça veut dire que les gens ne doivent pas être résignés. Oui. C'est-à-dire que même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Parce que, en fait, la force du peuple. Du nombre surtout. Parce que, oui, du nombre du peuple. C'est-à-dire, une fois, moi je dis toujours qu'il faut juste avoir une masse critique. Oui. Et c'est cette masse critique qui n'a pas permis à M. Biya de faire ce qu'il voulait faire en 92. Parce que la masse critique était là. Et quand cette masse critique se décide, elle sort, elle dit voilà ce qui va se passer. Quand 60% de la population camerounaise est dehors, elle dit maintenant on met fin à ça, voilà la direction qu'on prend. Même si ce sont des généraux d'armée qui sont présents des bureaux de vote, ils ne pourront pas changer cela. Ils ne pourront pas. Et donc il faut vraiment que les gens aient ça en perspective, que si on veut rester dans cette résilience politique, et se dire je n'aime pas. Voilà, dans cette résilience politique, je l'utilise négativement pour dire qu'on attend encore 7 ans. Déjà maintenant, on n'a presque plus rien. Dans 7 ans, on n'aura pratiquement plus rien. On n'aura peut-être même plus de pays parce que ça a commencé le nord-ouest, sud-ouest, Boko Haram, peut-être ça va continuer ailleurs. Et surtout, ils doivent se rendre compte que si jamais les choses ne changent pas, ils doivent pouvoir se dire en leur âme et conscience que, au fait, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis allé voter, j'ai sécurisé le vote, j'ai été au décompte, on a compté ma voix. Je suis propre avec mes descendants, je suis propre avec mes enfants à la maison, avec mes petits frères, avec tout le monde. Je suis allé faire ce que j'avais à faire. C'est très important. Si vous pensez que vous restez à la maison, parce que de toute façon, c'est truqué. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui se déclarent même étant de l'opposition, qui passent tout leur temps à essayer de, comment dirais-je, faire des combats avec Elecam, avec le Conseil constitutionnel, avec tous ces gens-là. En fait, le message qu'on envoie, c'est un message de découragement. Et je dis aux autres que vraiment, en année électorale, on ne fait pas ça. En année électorale, on se concentre sur l'élection. Avant d'arriver en politique, avant d'avoir une envie d'être candidat, on